Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette modeste chaîne qui a pour but de démocratiser un peu plus tous les jours le monde des crypto-monnaies. Alors, tout d'abord, je suis super content de revenir avec un petit peu plus l'agnac. La santé va un petit peu mieux, donc ça c'est super cool. J'ai juste eu un petit problème dedans, mais qui m'a permis de discuter un peu avec mon dentiste qui en fait s'avère qui est passionné, tout comme moi, de trading, d'investissement et ainsi de suite. Donc ça a été une rencontre très 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 agréable. Bref, d'ailleurs ça a motivé cette vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'en parlais, que j'avais décidé de la faire, mais là dans le coup ça a mis un petit coup de peps. Parce que je pense que c'est vraiment important en fait de comprendre ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Alors, le but du jeu ici, ça va être de comprendre ce qu'est la blockchain. Pourquoi c'est si important? Eh ben, tout simplement parce que moi j'ai perdu énormément de temps. Je me suis rendu compte tout à l'heure d'ailleurs justement en parlant que j'avais perdu énormément de temps justement avant d'investir dans les crypto-monnaies. Tout simplement parce que en fait on va faire simple, j'y comprenais rien. Donc je l'ai laissé de côté et ça a été une erreur de ma part. Bon a priori maintenant ça a été une erreur. Euh, mais donc en fait, j'avais rien compris notamment à ce qu'était la blockchain en fait. Et à partir du moment où j'ai eu compris ce qu'était la blockchain, j'ai compris quel était l'intérêt des cryptos et quel était notamment l'intérêt d'un point de vue financier d'investir dans les projets liés à la crypto-monnaie et donc à la blockchain. Pour ce faire, j'ai effectué énormément de recherches, il y a eu pas mal de travail en amont pour essayer de simplifier à son maximum parce que réussir à expliquer ce qu'est la blockchain, comme l'image que vous avez sous les yeux, c'est vraiment l'image que j'ai eue en fait de ce qu'imagine ce qu'est la blockchain en fait, c'est-à-dire quelque chose de très compliqué et ainsi de suite. Alors, en réalité, ça l'est pas tant que ça. C'est juste qu'il faut réussir à l'expliquer simplement. Donc pour ce je vais essayer d'utiliser un support que j'ai trouvé enfin que j'ai fini par trouver en fait sur Ethereum France. Donc c'est pas moi qui ai fait le support visuel que je vais utiliser là, mais je voyais pas l'intérêt de réinventer la roue parce que c'est pour moi très clair et finalement ça permet vraiment d'expliquer les choses simplement. Donc on y va. Donc comme je l'ai dit, je l'ai trouvé sur Ethereum France. Donc en fait là, je vais expliquer le principe de la blockchain et de toutes les blockchains, mais en prenant exemple sur celle d'Ethereum. Euh, Toutes les blockchains ne fonctionnent pas forcément de la même manière, mais et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure dans la vidéo, mais par contre, le fond du raisonnement est exactement le même. Donc Ethereum, donc la crypto que normalement tout le monde connaît quand même, est un réseau d'ordinateurs qui permet de créer un nouveau type d'application. Euh, L'idée, ça va être de comparer en fait comment ça fonctionnait avant et comment ça pourrait fonctionner avec la blockchain justement, donc pour pouvoir expliquer son utilité. On va donc ici prendre l'exemple d'un message qu'on enverrait sur WhatsApp. Ce message, en fait, donc on imagine que quelqu'un veuille envoyer un message sur WhatsApp à une autre personne. Qu'est-ce qui se passe dans les faits d'un point de vue technique? La personne écrit son message. Comment ça va aujourd'hui? Hop, ce message est transmis au serveur de WhatsApp, d'accord? Donc ils sont des serveurs privés qui appartiennent à WhatsApp euh, et dont les données leur appartiennent. Ça veut dire que tout ce que Monsieur X envoie à Monsieur Y et qui transite par WhatsApp leur appartiennent. Ça notamment, c'est exactement la même chose avec Facebook hein, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs en ça que réside le principal problème. Donc le message est envoyé au serveur, le centre de traitement de données d'une grande société, voilà. Donc le message passe par le serveur WhatsApp. Donc eux, ils ont payé pour créer leur propre serveur, donc ils sont ici, qui stockent les données. Le message est dans les mains de grosses sociétés, donc comme je viens de l'expliquer comme avec Facebook, ce serait pareil. Donc ça, c'est le principe d'un réseau centralisé, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont transmises à travers cette application sont stockées en un seul et unique endroit sur des serveurs qui appartiennent à l'entreprise, puis ensuite il est transféré à Monsieur Y qui reçoit donc le message. Ok, jusque-là, je pense que c'est simple, que tout le monde a compris, surtout avec l'utilisation qu'il en est fait aujourd'hui. Avec la blockchain, comment ça fonctionne? Donc en l'occurrence avec la méthode Ethereum. Euh,
Ici, on parle d'une app, parce que c'est pareil, en fait, c'est incroyable. Dans le monde de la crypto, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver le plus de mots, le plus compliqué possible pour essayer des choses qui finalement sont tout à fait très simples. Donc, on arrive ici et on voit une DApp. C'est quoi une DApp? Bon, eh ben en fait, WhatsApp, Facebook et ainsi de suite, ce sont des applications qu'on installe sur le téléphone et qui donc sont centralisées, d'accord? Puisqu'elles sont centralisées sur le serveur. Eh ben une DApp, en fait, c'est une decentralized application. Donc une application décentralisée. C'est aussi bête que ça. Une DApp, on voit ça partout maintenant. Enfin, surtout quand on est dans le milieu de la cryptosphère. Une DApp, en fait, c'est tout simplement une application comme une autre, sauf qu'elle, elle est décentralisée. Elle passe par le principe de la blockchain. Donc une application décentralisée. Et bien comment ça fonctionne ici? On a Monsieur X qui veut toujours envoyer un message à Monsieur Y. D'accord? Donc, ce message, au lieu d'être transmis à un serveur, il est envoyé sur donc, le réseau blockchain. Et ce réseau blockchain, c'est quoi? C'est en fait un nombre d'ordinateurs incalculable d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'il y en a une grande quantité maintenant, qui eux vont recevoir l'information, vont traiter l'information entre eux, d'accord? Et qui, s'ils ne constatent pas d'anomalie, le renvoient, schlonk, à monsieur Y. D'accord? La base, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu que les ordinateurs, donc en l'occurrence remplacés par des serveurs dans le monde centralisé, soient en un seul et même endroit, bah là, ils sont n'importe où dans le monde, mais ils sont connectés, en fait, ensemble, les uns aux autres, d'accord? De manière à effectuer la tâche qui a été demandée. Donc, le message est envoyé à un réseau indépendant d'ordinateurs qui sont répartis dans le monde entier, possédés par des personnes comme toi et moi, et je vais vous le montrer parce que moi je le possède, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Possédé par des personnes comme toi et moi, et chaque ordinateur réalise une petite partie du travail. On voit bien ici que par exemple le message tout entier n'est pas forcément envoyé à un ordinateur qui lui le transmet. Non, ce message en fait il est scindé une fois qu'il arrive sur la blockchain. Lui il a le comment, lui il a le ça, lui il a le va, lui il a le aujourd'hui. Ok, on rassemble tout ça, on le ressort en sortie de chaîne donc, et ça arrive donc à Monsieur Y. Pour se connecter au réseau, ils ont installé un programme spécial appelé MIST. C'est un réseau décentralisé. Et c'est justement ce fameux réseau que je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. C'est un peu les maths, en fait, quand on a comme apprendre les mathématiques à l'école, quand on a compris à quoi ça sert, c'est beaucoup plus facile d'appliquer, on va dire, les sous-jacents. Donc, pour avoir effectué ce travail, chaque personne met à disposition un ordinateur, en l'occurrence comme le mien ou comme mon rig qui est là-bas, à plus grande échelle. Et comme ils effectuent une tâche, ils font un travail, c'est ce qu'on appelle le proof of work. C'est une preuve de travail. Moi, mon ordinateur, ici, de une, il utilise de la puissance de calcul fournie, en l'occurrence par mes cartes graphiques, pour le réseau Ethereum, et il utilise également de l'électricité. Donc pour ça, en fait, je vais être rémunéré. Donc chaque ordinateur participant reçoit une petite récompense pour son travail, car il a payé pour son matériel, son électricité, et il a partagé sa puissance de calcul. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Sauf que, comment il va être rémunéré? Il ne va pas être rémunéré en euros. Pour ça, ils ont fait en fait plus simple, c'est-à-dire qu'ils ont créé une monnaie. D'accord. Comme si il y a eu une tendance un petit peu comme ça dans les années 90, je me souviens où il y avait des villages qui voulaient devenir indépendants, qui voulaient créer leur propre monnaie et ainsi de suite. Vous avez déjà dû en entendre parler. Bon bah ça a jamais marché, ça a jamais décollé. C'est normal s'il y a pas la mondialisation derrière, il n'y a pas la sécurité qui va avec. Donc au lieu de ça, ils ont créé des points fidélité. Vous savez, vous allez chez Leclerc, vous faites le plein d'essence, vous avez un ticket, tiens ça vaut 5 euros, mais chez Leclerc. Bah en fait c'est ni plus ni moins la même chose, hein. Donc techniquement, en fait, c'est quelque chose, c'est un principe qui est déjà, enfin, qui sort pas d'hier non plus. Donc voilà, donc ils reçoivent pas des euros, ils reçoivent en l'occurrence des ETH. Et l'ETH, c'est donc la monnaie de ceux qui effectuent un travail qui sont rémunérés pour sur la blockchain Ethereum. Donc l'Ether est le carburant qui permet d'utiliser les DApp, donc parce que Ethereum est principalement axé donc sur le développement d'applications, comme l'essence permet à ta voiture de rouler. Donc, avec ça, je pense que on a déjà posé les bases.
Je fais un petit tour voir si j'ai oublié quelque chose. Les personnes qui possèdent un ordinateur relié au réseau peuvent vouloir monétiser leur travail et vendre leurs Ethers contre des euros. Tout à fait. On peut très bien le repasser en monnaie fiduciaire, donc l'euro, le dollar et ainsi de suite. Et les développeurs d'applications, de DApp, d'applications décentralisées, ont besoin d'Ether pour exécuter leur application sur le réseau Ethereum et veulent acheter des Ethers contre des euros. C'est donc ce qui crée en fait justement cette mécanique d'échange entre les deux. Petit clin d'œil d'ailleurs à tous les disclaimers qui essaient de nous faire croire que les crypto-monnaies n'est rien qu'une vulgaire pyramide de Ponzi. Quand on a compris justement ce mécanisme, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même principe. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Au cas où, juste au cas où, tac. Donc ce petit visuel en fait a été fait par Angelo Milateni que je ne connais absolument pas et traduit en français par Simon Poltrot donc sur le site d'ethereumfrance.com. C'est là que j'ai trouvé, les informations. Donc le nerf de la guerre en fait il se situe ici vraiment, c'est que on a vraiment la même chose qu'avec des grosses sociétés, d'accord, type Facebook et ainsi de suite, mais au lieu de centraliser l'information, on l'étend sur le territoire, mondial en l'occurrence, on dispatche l'information, on sécurise tout ça, et on en arrive à ce qu'est une blockchain. Ça, c'est le fonctionnement pour la blockchain Ethereum. En ce qui concerne la blockchain Bitcoin, je vais donc prendre maintenant rapidement l'exemple sur la blockchain Bitcoin. Ça va me permettre de l'expliquer d'une autre manière. Donc peut-être qu'en l'expliquant d'une autre manière, ça va permettre de faire des choses encore plus simples. Enfin, ou tout du moins de toucher peut-être encore plus de personnes pour essayer de faire comprendre un maximum. Pour ce, j'ai pris l'exemple d'un transfert de fonds. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu représenter ici? On imagine qu'on a Roger qui veut envoyer 200 euros à Marc. Alors, ils ont passé une soirée sympa, mais Roger, il n'avait pas son porte-monnaie sur lui. Ils étaient dans un bar qui acceptait pas les crypto-monnaies, donc voilà, on a Marc qui lui a gentiment prêté 200 euros histoire de faire péter la bouteille de champagne, et voilà. En même temps, alors, ils avaient qu'à aller au Carly à Paris, hein, qui est donc un bar où on peut payer ses consommations en crypto-monnaie et le problème aurait été réglé, on aurait eu ça sur le téléphone et c'était fini. Bref, petit aparté. Donc Roger, lui, il peut pas envoyer directement ces 200 euros à Marc. On n'a pas de solution à l'heure d'aujourd'hui dans notre système qui permet de faire ça directement sans passer par ce qu'on va appeler un tiers de confiance. D'accord? En l'occurrence, la banque. Ça peut aussi être PayPal accessoirement. Bref, on est obligé de passer par eux. Donc, Roger, il envoie sa demande de transfert à la banque pour l'envoyer chez Marc. Mais que fait la banque? C'est ça la question finalement. La banque, elle contrôle l'identité et la solvabilité de Roger. D'accord? Il s'assure qu'il ait bien les 200 euros sur son compte avant de les transférer à Marc, ce qui est assez logique. Si la banque constate qu'il n'y a pas les 200 euros ici, bah, elle va pas envoyer les 200 euros à Marc. Donc son job, c'est ça. Ensuite, elle a une tâche très importante, c'est qu'elle inscrit en fait la transaction dans un registre qui est stocké donc sur des serveurs privés. De la même manière que tout à l'heure, on avait les serveurs pour des applications donc centralisées, type WhatsApp, Facebook, et ben eux, en fait, ils font de leur côté un listing, donc ils tiennent un registre à jour des transactions pour dire, bah voilà, tel jour, telle date, telle heure, Monsieur Roger a effectué une transaction de 200 euros pour l'envoyer à Marc. Elle sert aussi à ça, la banque. Ensuite, elle effectue le transfert de fonds, donc vers le numéro de compte de Marc. Alors, j'ai oublié qu'il pouvait même y avoir encore un autre intermédiaire. On va partir du principe que là, ils sont tous les deux à la même banque, au Crédit Agricole, au Société Générale, à la banque qu'on veut, on s'en fout. Donc ça passe par une seule banque. Mais il pourrait y avoir encore une autre banque à côté, parce que si on est ici, Roger il est au Crédit Agricole, si lui il est à la Société Générale, bah en fait c'est pareil, ça passe pas du Crédit Agricole à la poche de Marc. Hein. En fait ça passe par le Crédit Agricole, ça s'envoie à la Société Générale qui lui reçoit après ses 200 euros. Donc ça ferait 2 tiers de confiance. Et ils ont pour objectif de sécuriser la transaction.
Faut savoir que chaque transaction n'est pas sécurisée. D'ailleurs, j'ai un ami je sais pas, il doit avoir la poisse, et ça fait plusieurs fois que ça lui arrive en fait que son compte soit débité de montants relativement conséquents d'ailleurs, entre parenthèses. Bref, et donc bah, les fonds se sont perdus. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? En l'occurrence, il contacte sa banque. La banque lui dit quoi? Ok, bah vous inquiétez pas, en fait, c'est un piratage. Voilà, vous avez perdu tant, machin, nan. Et là, la banque, c'est extraordinaire. Elle ne pose pas de questions, elle fait quasiment rien. D'ailleurs, pour l'avoir vécu, elle ne vous conseille même pas d'aller à la gendarmerie pour porter plainte, sous prétexte que, bon, de toute façon, on les retrouve pas, ça sert à rien. Mais vous inquiétez pas, monsieur. De toute façon, on va vous recréditer du montant qui a disparu. Clac, on va le recréditer sur votre compte. Alors en fait, pourquoi ils en arrivent à cette conclusion-là? Bah, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est de leur faute. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à sécuriser la transaction. c'est, J'avais jamais vu les choses comme ça, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils vous font confiance. En fait, non, c'est juste que c'est de leur faute. Donc, il n'y a pas vraiment grand intérêt à ébruiter tout ça. Donc, si on en revient maintenant à notre modèle Bitcoin. Le principe sera exactement le même, pardon, qu'avec la blockchain Ethereum en termes de décentralisation. On a toujours plusieurs ordinateurs n'importe où dans le monde qui, eux, contiennent en fait chacun le code source de la blockchain Bitcoin. C'est en fait un fichier, comme si c'était un fichier partagé. Vous savez, comme avec Word ou Excel, on peut travailler, par exemple, moi j'ai un ami en Franche-Comté, j'en ai un dans la Sarthe, j'en ai à Paris, bref, mais on a un projet commun, et ben on crée en fait un document, Word, Excel et ainsi de suite, sur lequel on peut tous intervenir. On va tous pouvoir écrire dessus, faire des modifications, supprimer, réécrire, enregistrer et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il y en a un qui enregistre cette, euh, cette nouvelle information, c'est stocké sur ce dossier et que tout le monde voit en même temps. Et bien en fait ici on imagine qu'on a la même chose, on a ce petit fichier en fait qui va être tenu à jour par chacun des ordinateurs présents sur la blockchain. Donc en fait ils font quoi? Bah, ils tiennent ici le registre que tenait la banque dans l'ancien exemple. Donc ici on fait comment? Pareil, on envoie la transaction directement sur le réseau de la blockchain Bitcoin. Et chaque ordinateur va recevoir également une petite information. Et ensuite, ils vont tous contrôler cette demande d'inscription dans ce registre, en fait. D'accord? Donc, ils vont faire la même chose. Ils vont chercher, voir si vous avez bien les 200 euros, qui vous êtes, et ainsi de suite. Ils vont faire exactement les mêmes démarches. Donc, lui, il va le faire, il va vérifier, toc, il va valider. Il va faire pareil, il va valider. Valider, valider, valider. Tout le monde valide, c'est bon. Donc, le réseau complet valide que la transaction peut avoir lieu. Maintenant, on le note dans un registre, schlac, on le classe, on le note, on l'écrit, d'accord. Et à partir de ce moment-là, à savoir, petit aparté, à savoir que ce registre-là, contrairement par exemple aux données qui sont stockées sur un serveur d'une société privée, nous on n'y a pas accès. Moi j'ai aucun moyen d'aller voir, par exemple s'ils sont passés par le Crédit Agricole ou la Société Générale, j'ai aucun moyen d'aller voir vraiment ce registre et de pouvoir constater la transaction. Je peux pas, c'est privé. Et ben sur la blockchain, ça c'est public. Donc ça c'est pareil, c'est pour faire taire tous ceux qui vous disent les crypto-monnaies, voilà c'est bien, c'est pour faire fonctionner, bah, en l'occurrence des trafiquants, des escrocs, des trafiquants de drogue, d'armes, bref, tous les malsains qu'on pourrait imaginer. Or, faudrait être complètement stupide par là, puisque si on prenait l'exemple, par exemple, d'une transaction type blanchiment d'argent et ainsi de suite, bref, pour réussir à prouver tout ça dans le monde qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, qui est centralisé, bah, il faudrait à la police des dérogations, merci d'avoir les autorisations pour accéder au ceci ou cela, ils y accéderaient, mais ils auraient du mal. Et ben là, ils n'ont même pas besoin de faire tout ça, puisqu'en fait, c'est public. N'importe qui, par exemple, sur la Binance Smart Chain, c'est la BSC Scan, et ben on va sur la BSC Scan et on peut voir chaque transaction qui a été effectuée. C'est à ça que sert ce registre. Donc ça, c'est public. Ça a l'air de rien, mais ça a aussi sa petite importance. Ensuite, il faut sécuriser la transaction. Pour sécuriser la transaction, chaque ordinateur, en fait, enfin tous les ordinateurs ici vont participer en fait à créer un code, à crypter en fait, à encoder
tout simplement la transaction de manière à la sécuriser. Et c'est d'ailleurs de là que nous vient le mot crypto. Les crypto-monnaies, ça nous vient de ça, parce qu'en fait, ça nous vient de la cryptographie. J'ai noté tout à l'heure, pour pas avoir besoin de chercher, la définition exacte de ce qu'est la cryptographie. C'est un ensemble de procédés visant à crypter des informations pour en assurer la confidentialité entre l'émetteur et le destinataire. Donc ça, c'est la dernière étape qu'ils vont avoir à faire. C'est sécuriser en cryptant, comme si on voulait protéger par l'intermédiaire d'un code secret, ou n'importe quel autre système, protéger l'information de manière à ce qu'elle soit totalement sécurisée, inviolable, incraquable, et ainsi de suite. Et ben c'est exactement ça que vont faire tous ces petits ordinateurs réunis. Et une fois qu'ils ont... Alors, le procédé de cryptage, par contre, je ne vais pas l'expliquer ici, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si vraiment il y en a que ça intéresse, à la limite, vous me le dites dans les commentaires. Soit j'essaierai de rentrer en profondeur, soit je vous dirigerai directement vers des supports plus techniques sur le sujet. Mais bon, en l'occurrence, c'est pas le sujet du jour. Je pense que pour comprendre le principe de la blockchain, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Il faut juste comprendre déjà dans un premier temps ce qu'ils font. Et une fois qu'ils vont avoir sécurisé la transaction, enregistré ça dans le registre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Boum, ils envoient les 200 € à Marc. Donc on a effectué exactement le même travail, mais on n'a pas utilisé un tiers de confiance. Alors vous allez me dire, ouais, bon, après t'es bien gentil, mais bon, à la limite, moi utiliser un tiers de confiance, ça me fâche pas. Bon. Je vais prendre qu'un seul exemple, mais qui pour moi est le plus représentatif de ce que représente notre système à l'heure d'aujourd'hui. On a en fait dans ce type de procédé un risque systémique quand on passe par une banque. C'est quoi un risque systémique? On a tous en tête, en fait, je pense, ou en mémoire tout du moins, ce qui s'est passé avec le Crédit Lyonnais, qui a fait faillite. Où on a également Lehman Brothers, par exemple, typiquement pendant la crise de 2008, qui a mis la clé sous la porte, qui a perdu des millions. Et il y a des personnes qui ont perdu des millions, il y a des millions, même des milliards d'ailleurs, qui ont été perdus pendant cette faillite. Ça veut dire que si la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Alors oui, sur le papier, on va vous dire, oui, mais je suis assuré à hauteur de 100 000 €. Ça, c'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. Honnêtement, je vais pas vous dire que dans la réalité c'est pas vrai, j'ai jamais vécu ça, et je touche du bois, j'espère qu'on ne le vivra jamais. Mais ça n'empêche que les fonds ont été perdus. On fait quand même confiance donc à une entreprise, ça reste une entreprise, qui si elle fait faillite, ou qui si par exemple chaque personne qui possède un compte dans ces banques, venait retirer les fonds en même temps, bah en fait la banque serait dans l'incapacité totale de pouvoir fournir la liquidité, donc en cash, correspondant à ce qu'ils ont sur leur compte, à un instant T. Ils en sont incapables. Pourquoi? Parce que même notre monnaie fiduciaire, est totalement virtuelle. Enfin, elle n'est pas totalement virtuelle, mais elle est à 80% virtuelle. Ce qui circule en cash ne représente rien du tout. Donc quand on vient me dire que ouais, mais les crypto-monnaies c'est virtuel. Oh les gars, notre monnaie, elle l'est tout autant. Donc pas de panique à ce sujet-là. Ça fait déjà des années qu'on fonctionne comme ça. C'est depuis à peu près les années 70 que le dollar n'est plus corrélé à l'or, qu'on fonctionne comme ça. On imprime et c'est juste des écritures comptables sur des ordinateurs qui fabriquent de la monnaie. Point. Donc elle est tout autant virtuelle. Bref, je ne vais pas rentrer plus en profondeur parce que j'ai pas envie de vous perdre. Donc voilà. Je pense qu'avec ces deux exemples de deux blockchains différents, je pense que déjà le principe, le mécanisme tout du moins, est quand même assez simple. Je vais de suite vous montrer comment ça fonctionne en fait maintenant, ce petit ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, comme je vous ai dit, moi je fais partie donc du réseau, alors pas du réseau Bitcoin, je fais partie moi du réseau Ethereum. Donc je vais prendre très exactement cet ordinateur-là et vous montrer ce qu'il fait. Je pense que ça peut être très intéressant. Pour ça, je vais lancer en fait, c'est un petit logiciel qui permet d'exécuter en fait, enfin non, qui permet pas d'exécuter, pardon, qui permet de se connecter donc à la blockchain et donc de rattacher l'ordinateur ici présent et sa puissance de calcul
et mon alimentation électrique au réseau, comme je vous ai expliqué ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer devant vous. Alors par contre, si la qualité vidéo baisse, c'est tout à fait normal parce que ça utilise 100% de la carte graphique. Donc ça va peut-être utiliser 99% de la carte graphique, mais donc ça automatiquement, le flux vidéo pourrait être un petit peu moins bon. Donc je vais le lancer devant vous pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Hop, ça ressemble à ça. Donc c'est un petit exécutable en fait, qui va aller se connecter à Ethereum. Donc là, ici, dans un premier temps, on va voir juste une petite étape. Ici, c'est le DAG. En fait, je suis en train de télécharger la blockchain. Rien que ça. C'est-à-dire que là, je télécharge l'équivalent, donc le DAG, de la blockchain Ethereum pour dire je m'y connecte. Ok. Donc là, j'y vais, je présente mon ordinateur au réseau, c'est juste parce que là, je lance le truc pour la première fois. Enfin, pour la première fois. Parce que je l'avais coupé exprès pour pouvoir le lancer devant vous. Donc là, on est à 97%. Hop, ça y est. Maintenant, je suis connecté au réseau Ethereum, physiquement. Ah ça y est, physiquement, l'ordinateur y est connecté. Donc je fais partie de ces petits ordinateurs qui sont là. Donc s'il y a une application qui a besoin d'avoir une puissance de calcul pour exécuter une tâche, ah, ça y est, j'ai les cartes graphiques qui commencent à, qui vont pas aimer. Non, c'est bon, ça vit. Euh, Hop, je remets juste ça, ça enregistre toujours. Désolé, j'ai un petit peu. C'est bon, ça vit. Ok, donc là maintenant il est connecté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, si Monsieur X il a envoyé d'envoyer son message à Monsieur Y, donc par l'intermédiaire donc d'une DAB, donc d'une application décentralisée, eh ben elle peut potentiellement passer soit pour la sécurisation, soit pour la transmission, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Elle passe par mon ordinateur. Donc, lui, ce qu'il va faire maintenant, c'est on va attendre, et il va trouver en fait une tâche à exécuter. Quand je la verrai, je vous la montrerai. Faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on va utiliser de la puissance de calcul. Pour ça, c'est des cartes graphiques qui sont relativement puissantes et qui permettent donc de résoudre des problèmes complexes. En l'occurrence, tout ce que je vous ai exposé à l'instant. Cette puissance de calcul, on la mesure en mégahash. C'est-à-dire que par exemple, ici, moi, je vais pouvoir fournir au réseau blockchain 40 mégahash secondes. Voilà. C'est le hachage. C'est, pour faire simple, en fait, ma capacité de calcul. Quelle est ma capacité de calcul? Eh bien, sur cet ordinateur-là, c'est 40 mégahash. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ici, il vient de trouver un share fund. Donc, un partage a été trouvé. D'accord? Il a trouvé donc un partage. Ça veut dire une opération à exécuter. Donc, mon ordinateur, pareil, je rentre pas dans les explications précises parce qu'en fait, c'est à l'intérieur d'une pool. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul. Enfin bref, c'est trop technique, je pense. Je veux rester simple, je veux pas me perdre pour pas vous perdre en même temps. Et donc, il a trouvé ça. Il a accepté donc de résoudre ce problème, mon ordinateur, et ils ont résolu ce problème. Et bah pour ça, j'ai été rémunéré. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai fourni de la puissance, on a résolu un problème. Par contre, on voit bien ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est que par contre, je ne sais pas quel problème on a résolu. Je ne sais pas quelle transaction a été effectuée. Je n'ai aucune visibilité là-dessus. Et c'est absolument impossible de voir de toute façon quelle transaction ou quelle application a été exécutée ici, puisqu'en fait, moi, je n'ai, souvenez-vous, qu'une petite partie du truc. S'il faut, moi, j'ai été le comment du message comment ça va aujourd'hui. Voilà. S'il faut, le problème qu'on vient de résoudre, c'est en reprenant l'exemple ici, bah moi, je n'ai été que le comment. Et en fait, comme chaque information qui est demandée est répartie sur chaque ordinateur et qu'il est impossible de les réunir, bah en fait, on peut pas savoir. C'est en ça aussi que c'est extrêmement sécurisé. Donc voilà, donc là, je pense avoir fait un tour relativement complet, puisque là, vous avez même physiquement, techniquement, on va dire informatiquement parlant, qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Et bien ça donne ça, sauf que c'est ça multiplié par des milliers et des milliers d'ordinateurs sur la planète. Alors de l'autre côté, là-bas, j'ai un rig de minage, donc c'est la même chose, c'est un ordinateur avec plusieurs cartes graphiques, et en fait, ça permet quoi? Ça permet juste d'avoir plus de puissance de calcul. Si j'ai plus de puissance de calcul, je peux résoudre plus de problèmes. Si je résous plus de problèmes, je suis plus rémunéré. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais juste vous montrer. Ah bah c'est parfait, c'est pas sur l'écran principal. J'en ai pour 2 petites secondes. J'aurais pu le prévoir avant, ça aurait été intéressant. Mais bon, comme ça au moins vous aurez le cheminement jusqu'au bout. Voilà. Et ici, en fait, on va retrouver. Donc ça ici, on voit en fait combien j'ai été rémunéré. Voilà.
j'ai été rémunéré, là, depuis le temps que je l'ai relancé, je ne sais pas combien de temps ça faisait que je l'avais lancé, quelques jours, j'ai été rémunéré 0,0478802 Ethereum pour avoir donné de la puissance de calcul, au réseau et donc avoir permis de faire fonctionner ce réseau. Donc voilà, je pense que je peux pas faire beaucoup plus simple, je l'espère en tout cas. Par contre, dernière petite parenthèse, j'en suis à combien? 30 minutes, c'est long. Désolé, c'est long, mais je vais aller jusqu'au bout de manière à dire au moins celle-là elle est faite. Si on me demande un jour c'est quoi la blockchain, j'espère que ce sera compris grâce à cette vidéo. Par contre, il reste quand même une interrogation. Vous allez me dire, ok, c'est bien gentil ton histoire, mais si toutes les blockchains font la même chose, pourquoi il y a autant de blockchains? Et pourquoi on continue encore de travailler sur d'autres projets blockchain qui sont différents d'Ethereum, de Bitcoin, d'Avalanche, et ainsi de suite. D'accord? Il y a plusieurs blockchains qui existent. En fait, c'est très simple. Et ce sera la dernière explication de cette vidéo. Tenez bon, on est presque au bout. C'est qu'en fait, une blockchain a 3 problèmes à résoudre. Et le problème, c'est que justement, à l'heure d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à résoudre ces 3 problèmes en même temps. Ça veut dire qu'ils arrivent à en résoudre 2, d'accord? Mais pas les 3 simultanément. Ils y travaillent, ça avance toujours un peu plus tous les jours. Il y a des blockchains qui sont un petit peu plus en avance là-dessus que d'autres, et ainsi de suite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le problème n'est pas résolu. Le problème, c'est en fait très simple. C'est qu'il faut avoir une blockchain doit correspondre à 3 critères. Elle doit assurer la sécurité de l'écosystème, donc de la blockchain. Elle doit, également être décentralisée le plus possible. L'idée, c'est d'être le plus possible décentralisé avec un maximum d'ordinateurs répartis dans le monde et avec le moins d'intermédiaires, de tiers de confiance, d'accord, donc rattachés au monde central qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, il doit y en avoir le moins possible. L'idée, c'est la décentralisation. Donc, il faut également être décentralisé à son maximum, un petit peu l'opposé de Ripple, par exemple, qui est la crypto la plus centralisée que je connaisse. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, bref, elle est costaud. Et la scalabilité. Alors, la sécurité, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est le principe. L'idée, c'est de sécuriser les transactions et ainsi de suite. La décentralisation, je viens de l'expliquer, c'est le fait de répartir tout ça sans devoir passer par un tiers de confiance. Et la dernière, qui est la scalabilité. La scalabilité, c'est quoi? Pour vous l'expliquer très simplement, on va imaginer que demain, Tesla accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Ça veut dire que d'un seul coup, il va y avoir beaucoup de personnes, d'accord, qui vont utiliser les paiements en Bitcoin pour acheter des Tesla. Alors, je me suis amusé à faire le calcul. En 2021, notre cher Elon Musk a vendu environ 1 million de Tesla. D'accord? En vendant 1 million de Tesla, on peut considérer qu'il a effectué une vente de 1,9, qu'on va arrondir à 2, de 2 voitures par minute pendant toute l'année 2021. Ça veut dire que toutes les 2 minutes, il y a une Tesla qui a été vendue. D'accord? Donc, si demain il acceptait le Bitcoin, il faudrait que la capacité de transaction en quantité permette de faire. Je sens que je suis en train de vous perdre là parce que je me perds moi-même. Je vais peut-être le reprendre sous un autre axe. Il faut que la quantité de transactions qui va être demandée, donc de transferts qui vont être effectués, donc de la part de personnes envers la société Tesla, pour passer les fonds de un à l'autre pour acheter cette Tesla, d'accord, il va falloir qu'il y en ait suffisamment, on va dire, de pouvoir en faire suffisamment en même temps. Pour vous donner une idée, avec cette information-là, ce sera plus clair. Visa, par exemple, effectue en moyenne, à l'heure d'aujourd'hui, 7000 transactions à la seconde. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo, j'avais pas les chiffres exacts, là j'ai été les chercher. La moyenne, c'est 7000 transactions secondes qui est capable d'effectuer le réseau Visa Mastercard. D'accord? Enfin, Visa en l'occurrence. Et il pourrait monter visiblement jusqu'à 40 000 transactions secondes. C'est-à-dire que toutes les secondes, on pourrait faire 40 000 transactions réparties dans le monde, et il n'y aurait pas de problème, ça ne créerait pas de bug, ça ne bloquerait pas le système, ça fonctionnerait très bien. Le Bitcoin, lui, par contre, à l'heure d'aujourd'hui, il peut effectuer jusqu'à 4 ou 5 transactions à la seconde. On est loin de pouvoir effectuer autant de transactions qu'à l'heure d'aujourd'hui, Visa nous le permet. Mais à ce moment-là, pourquoi Elon Musk
a déjà fait, donc en 2021, après s'être repris, il a quand même accepté momentanément le Bitcoin. S'il ne peut pas recevoir tout ça, eh ben c'est grâce au calcul que je viens de vous faire. C'est-à-dire qu'en vendant 1 million de véhicules par an, en fait, en réalité, il vend 2 voitures par minute. Donc, ça pose pas de problème de pouvoir effectuer que, entre guillemets, 5 transactions par seconde sur le réseau Bitcoin. Ça poserait pas de problème. Par contre, demain, imaginons que Amazon voudrait accepter les paiements en Bitcoin sur leur plateforme. Là, c'est plus la même, parce que eux, ils vendent pas un truc toutes les 2 minutes. Là, par contre, j'ai pas les chiffres, parce que mon avis doit être très très gros, mais il y a beaucoup plus que 5 transactions à la seconde qu'il va falloir qu'ils soient effectuées partout dans le monde pour acheter des trucs sur Amazon. Et ben là, en fait, la blockchain Bitcoin sera dans l'incapacité totale de pouvoir fournir la liquidité et la rapidité de transfert nécessaire pour pouvoir effectuer toutes ces transactions. Ils en seront littéralement incapables. Donc demain, est-ce qu'on pourra payer en Bitcoin sur Amazon? Sincèrement, ça paraît mal engagé parce que physiquement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas. Et bien ça, en fait, c'est donc le fait pour une blockchain de pouvoir étendre à grande échelle, ce qu'il va bien falloir faire un jour si on veut que les crypto-monnaies rentrent dans notre vie de tous les jours, si on veut pouvoir acheter notre pain dans toutes les boulangeries. Donc on va créer plein de transactions à la seconde, à la même heure, hein, à 7 h du matin quand tout le monde va au boulot et va chercher son croissant. Vous imaginez le nombre de transactions qu'il va y avoir. Et ben, si on ne peut pas faire plus de 5 transactions à la seconde, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Et ben, en fait, c'est ça en fait la scalabilité. C'est le fait de pouvoir étendre le réseau à beaucoup plus de transactions à la seconde. Et ça, c'est donc le troisième problème qu'il va falloir résoudre. Donc, comme je le disais, c'est pour ça qu'il y a plusieurs blockchains différentes qui essaient chacune de résoudre ce problème ou alors de se spécialiser soit sur un, soit sur l'autre, soit sur l'autre, donc soit sur deux, mais pour l'instant, aucune n'est capable de se spécialiser sur les trois. Voilà, j'espère que ça a été clair. Désolé, la vidéo est très longue. Mais bon, je sais que pour ceux que ça intéresse vraiment, ils auront tenu et ils seront allés jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé, vous n'hésitez pas, dans un premier temps, à mettre un like et à l'accompagner éventuellement même, pourquoi pas, soyons fous, d'un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas compris, c'est que je n'ai pas été assez clair, c'est pas de votre faute, c'est que je me suis mal expliqué. À ce moment-là, vous avez le droit de mettre un petit pouce dans l'autre sens. Par contre, ce serait super sympa de mettre également le commentaire qui va avec, de manière à poser les questions qui pourraient me permettre de redévelopper sur le sujet, de manière à être sûr que tout le monde puisse comprendre simplement ce qu'est la blockchain, pour enfin pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender le marché des crypto-monnaies. Alors il y a tout un autre axe qui sera intéressant de développer en fait en comparant justement maintenant les crypto-monnaies à nos monnaies fiduciaires. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Voilà, donc je vous remercie. J'espère sincèrement du plus profond de mon cœur d'avoir été suffisamment clair. J'espère que maintenant vous avez compris pourquoi la blockchain en fait est une vraie révolution, sachant que j'ai fait l'aparté, mais pour le Web 3, c'est exactement le même fonctionnement. Au lieu de centraliser toutes nos informations de sites internet et ainsi de suite sur les serveurs Google par exemple, l'idée c'est de les stocker pareil, répartis sur plein d'ordinateurs différents. C'est là qu'est l'intérêt. L'intérêt, il y en a 10 000, mais je peux pas tous les citer là-dedans. Mais par exemple, avoir un système décentralisé pour une application comme Facebook, donc on imagine un Facebook qui serait une DApp, donc une application décentralisée, ça veut dire que nos informations seraient protégées. Ça veut dire que nos informations ne pourraient pas être utilisées, par exemple, dans le cadre d'une élection présidentielle qui pourrait potentiellement permettre à quelqu'un comme Trump d'être élu. Alors, c'est pas qu'il ne s'agit pas de faire de politique, je m'en fous qu'il soit élu ou qu'il soit pas élu. C'est la manière. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément d'informations qui, en fait, ont été récupérées sur les datas Facebook et qui ont été, donc, à l'insu, on va dire, de chaque utilisateur et qui, en fait, ont été utilisées pour leur faire du marketing ciblé et orienter et créer des incitations de vote. Bref, c'est juste la plus grosse affaire qu'on connaît dans le domaine, mais il y en a des milliers sur le fait que vos données ne soient pas protégées et que vous donnez absolument tout, toute la propriété de vos données à une entité, à un tiers de confiance, donc entre guillemets, et c'est aussi à ça que sert la blockchain. Bref,
Je me répète, si ça a été clair, likez, abonnez-vous. Pensez également à activer la petite cloche si vous voulez être averti en temps réel de chaque nouvelle publication. Et on se retrouve demain, ça c'est sûr, parce que euh, il est 20h15 à l'heure où j'enregistre la vidéo et ce soir on a le FOMC, donc j'attendais justement que ce soit passé pour pouvoir refaire un petit bilan, une petite analyse des crypto-monnaies, parce qu'en plus j'ai commencé à avoir beaucoup de choses qui me dépassent, c'est-à-dire que on a à peine un petit peu de vert dans ce marché ultra baissier et ça y est, j'ai déjà la moitié des youtubeurs qui nous renvoient la crypto to the moon, les articles qui pleuvent, ça y est c'est reparti. Non, les gars, arrêtons, arrêtez, arrêtez. Là, je suis pas d'accord. Bref, j'en reparlerai demain. Abonnez-vous, likez la vidéo. Merci à tous pour votre attention. Désolé que la vidéo était aussi longue. Par contre, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.